aujourd'hui à riposte, qu'il soit résolu que la monarchie constitutionnelle soit abolie au Canada. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Riposte. Mon nom est Simon-Nicolas Grandmaître et j'ai le plaisir d'être votre animateur. Aujourd'hui, nous avons un grand sujet, un sujet de débat assez classique, qu'il soit résolu que la monarchie constitutionnelle soit abolie au Canada. Mais qu'est-ce que ça veut dire, abolir la monarchie constitutionnelle? Est-ce que ça veut dire que la face de la reine ne sera plus sur l'argent? Est-ce que c'est juste ça? Non, c'est bien plus que ça. La monarchie constitutionnelle, ça veut dire quoi? Est-ce que la reine d'Angleterre est la souveraine du Canada? Est-ce que les sujets canadiens sont des sujets de la reine d'Angleterre? Toutes des questions que nous allons débattre. Nous avons souvent entendu les expressions comme « les terres de la couronne ». Si on avait cette motion-là, est-ce que les terres de la couronne seraient encore des terres de la couronne? De plus, croyez-vous que dans un système démocratique, l'héritier d'une famille, soit la maison des Windsor, peuvent gouverner de droit divin? Et est-ce que la reine gouverne vraiment? Telle est une autre question. Le système de monarchie constitutionnelle est synonyme de stabilité, de démocratie au Canada et dans plusieurs pays dans le monde. Donc, c'est un enjeu complexe qui ne va pas être facile à débattre. Et c'est pour ça que c'est notre deuxième sujet de demi-finale. Alors, sans plus tarder, je vais inviter et je vais présenter nos participants. Donc, d'abord, au gouvernement, nous allons avoir comme Madame la Première ministre, Charline Guay. Bonjour, Charline. Salut, Simon-Nicolas. Charline est étudiante en droit civil et en développement et mondialisation ici à l'Université d'Ottawa. Et elle me dit qu'elle aime beaucoup le popcorn et la crème glacée molle. Et pour appuyer Charline comme membre du gouvernement, nous allons avoir Madame Kadi Konaté. Bonjour, Kadi. Bonjour, Simon-Nicolas. Kadi étudie en lettres françaises ici à l'Université d'Ottawa et elle me dit qu'elle aime beaucoup les crottes de fromage parce que ça fait squish, squish. Pour s'opposer à cette motion, nous allons avoir comme chef de l'opposition M. Philippe Gendron. Bonjour, Philippe. Bonjour. Bonjour. Philippe est étudiant en communication ici à l'Université d'Ottawa et il se passionne pour la langue de Molière. Et pour appuyer M. Philippe comme membre de l'opposition, nous allons avoir Cassandra Simon. Bonjour, Cassandra. Bonjour. Cassandra étudie aussi en lettres françaises à l'Université d'Ottawa et elle me dit qu'elle est passionnée de littérature, de voyage et de dragons. Alors, pour nous aider à analyser les arguments que nous allons entendre, nous avons la chance d'avoir comme juge expert aujourd'hui avec nous Madame Linda Cardinal. Bonjour, Madame Cardinal. Bonjour. Madame Cardinal est professeure titulaire ici à l'Université d'Ottawa à l'École d'études politiques. Et fidèle à son poste, comme juge en chef, M. Gabriel Meunier. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Simon-Nicolas. Alors, avant d'entreprendre le débat, je tiens à rappeler que les arguments et les propos tenus par les débatteurs ici présents ne sont pas nécessairement leur opinion et que cet exercice a pour but d'engager le débat. Alors, sans plus tarder, j'inviterai maintenant Madame la Première ministre à nous livrer son discours d'introduction. Chers membres du jury, en 2017, le Canada aura 150 ans. 150 ans d'existence, mais encore plus d'années liées à la couronne britannique. Pendant toutes ces années, plusieurs débats ont été soulevés quant à divers attributs du régime politique canadien. Aujourd'hui, à l'aube du 150e de la monarchie constitutionnelle, nous vous proposons un débat à saveur royale. Comme nos confrères coloniaux, la Jamaïque et les Bahamas qui ont déclaré en 2015 vouloir se républicaniser, nous croyons que le Canada doit s'affranchir de l'Angleterre. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de débattre qu'il soit résolu que l'on abolisse la monarchie constitutionnelle au Canada. Tout d'abord, nous voulons préciser qu'il s'agit d'un débat de fond et que nous prenons pour acquis que les formules de modification à la Constitution sont à respecter par toutes les provinces et entendues de tout. Je commencerai donc avec 3 arguments. Le premier, la monarchie, symbole des inégalités. Le deuxième, l'idéologie politique canadienne, tous pour la démocratie représentative. Et la troisième, identité canadienne. Par la suite, mon membre du gouvernement poursuivra. Passons tout d'abord à mon premier argument. La monarchie, symbole des inégalités. La loi constitutionnelle de 1982, à l'article 36, prévoit que le Canada s'engage à promouvoir l'égalité des chances de tous les Canadiens et de favoriser le développement économique pour réduire l'égalité des chances. Mais qu'est-ce que l'égalité des chances?
C'est une vision de l'égalité qui cherche à faire en sorte que les individus disposent des mêmes chances. Elle implique que les écarts liés au milieu d'origine soient neutralisés. Or, actuellement au Canada, chacun n'est pas égaux avec la chance d'obtenir le rôle le plus prestigieux de l'État. Nul besoin de rappeler que la reine n'est pas élue, mais hormis d'être née par chance dans une famille royale, n'a rien fait d'autre pour obtenir son poste. Autrement dit, la monarchie encourage la distinction de classe fondée sur l'hérédité. La monarchie contrevient donc de fait à un principe de la démocratie, l'égalité. Elle est plutôt l'institutionnalisation de ce qu'on essaie d'éliminer, soit l'inégalité des chances. Il y a donc une contradiction notable entre les valeurs et idéaux préconisés par la Constitution et le régime politique canadien. Cordonnier mal chaussé qu'on dirait. En plus, la reine possède l'immunité royale, la positionnant au-dessus de toutes les lois. Elle n'est pas traitée de manière égale à ce sujet, comme par exemple la République, où l'État est soumis au même principe d'égalité que les citoyens. Faisant donc la promotion des inégalités, la monarchie constitutionnelle nuit au développement d'une société égalitaire et démocratique. C'est pourquoi nous devons l'abolir. Mon deuxième argument, l'idéologie politique canadienne, tous pour la démocratie représentative. Comme le Canada est un pays jeune, la lutte pour la démocratie s'y est déroulée sur le front de la gouvernance, écrit Dr. Bruce M. Hicks, ancien chef parlementaire du Bureau canadien pour United Press International. À l'époque de la formation du Canada, la lutte pour la démocratie consistait à retirer le pouvoir au gouverneur général pour en donner plus aux représentants élus et donc aux politiciens. Il y avait dès lors un sentiment de lutte entre les premiers ministres et le gouverneur généraux. Par exemple, John A. Macdonald, premier ministre du Canada, s'est vu refuser sa recommandation de proroger le Parlement, être contesté par le gouverneur général de l'époque. C'est dans cet esprit de lutte constante que le gouvernement canadien a toujours essayé de s'affranchir de la monarchie constitutionnelle. C'est ce qui a donné place aux 19 actes subséquents à la loi constitutionnelle de 1867, au statut de Westminster en 1931 et à la loi constitutionnelle de 1982. Dans ses 150 ans d'histoire, le Canada a fait des pas de géant pour s'affranchir du pouvoir britannique. Ce sont des gestes concrets qui démontrent la réelle volonté du peuple canadien d'être représenté par des membres élus. Nous devons donc continuer cette lutte pour faire valoir notre idéologie politique. Il faut respecter la volonté démocratique du peuple et cela passe par l'abolition de la monarchie constitutionnelle au Canada. Je passerai donc à mon troisième argument, l'identité canadienne. Qu'est-ce qu'une identité, me direz-vous? L'identité est la conscience que l'on a de soi-même, mais également celle que l'on a de la perception des autres de nous. L'identité canadienne est donc construite par son peuple et par la perception des autres pays. Donc, qu'est-ce que l'identité canadienne? Elle se base tout d'abord sur 3 groupes fondateurs, les Français, les Anglais, sans oublier les Premières Nations. Elle s'inscrit donc dans le multiculturalisme et la diversité qui passe aujourd'hui par l'immigration. Or, la monarchie représentée par la reine ne représente tout au plus que les Canadiens français. On dirait même que la reine, c'est l'Angleterre, entend-on souvent. Il ne s'agit pas d'un citoyen canadien qui est à la tête de l'État canadien. C'est aberrant, vous ne trouvez pas. Par ailleurs, l'enquête sociale générale sur l'identité faite en 2013 par Statistique Canada s'est interrogée sur les symboles nationaux, les valeurs et les fiertés canadiennes. Au top de cela, 90% des Canadiens se sentent rejoints par la Charte canadienne qui promeut les droits et libertés canadiens. Par ailleurs, on dit que ce qui représente le plus des Canadiens, c'est le système de santé universel à 94%. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce raisonnement? La population canadienne se représente par les droits et libertés, se représente par un État de droit. Or, la monarchie ne représente pas cet État de droit. Démocratique, libre et égalitaire, qui est l'identité canadienne. C'est donc pour mieux correspondre à cette identité qu'il faut abolir la monarchie, s'en affranchir et choisir un système d'un régime parlementaire plus démocratique et plus représentatif de notre société. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Première ministre, pour ce discours d'ouverture. Alors, sans plus tarder, j'inviterai maintenant Monsieur le chef de l'opposition pour sa riposte. La parole est à vous lorsque vous êtes prêt. Donc bonjour. Donc, depuis 1763, le Canada est devenu une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire une monarchie qui est
régi et qui est qui obéit à la loi d'une constitution, une constitution qui a été faite par les Canadiens. Donc, la monarchie obéit à cette constitution-là et suit la constitution et la respecte. Donc, et la monarchie, je suis persuadé que la monarchie apporte un certain nombre d'éléments très pertinents au Canada. Et je vais démontrer ces ces éléments-là avec 3 arguments. Le premier argument, un argument par rapport à la démocratie, donc la présence de la monarchie amène un élément très pertinent à notre démocratie. Tout d'abord parce que c'est vrai que dans les faits, en pratique, la monarchie a un rôle une importance relativement faible. Cependant, son rôle et sa présence assurent comme un certain filet de sécurité. Donc, dans le cas où est-ce un filet de sécurité en appliquant la Constitution et en s'assurant que tout soit bien mis dans le contexte de la Constitution. Donc, ce filet a été démontré comme dans le cas de l'affaire King Byng, qui est arrivée le 25 juin 1926, où est-ce que le président Mackenzie King avait tenté de dissoudre le Parlement alors qu'il y avait des motions qui étaient en train d'être décidées pendant ce moment. Donc, le gouverneur général s'est opposé à cette situation-là, justement pour protéger le droit des individus à débattre des motions. Et maintenant, pour passer à mon deuxième argument, un argument culturel. L'histoire du Canada a été profondément marquée par la monarchie. La monarchie a joué un rôle très important, a eu un impact a profondément marqué notre culture. On peut voir ça par la présence de la reine sur notre monnaie, la présence des armoiries royales sur l'armoirie de notre pays, des différentes provinces et tout ça. Donc, ces éléments sont profondément inculqués dans la culture. En se débarrassant de la monarchie, ce serait tout un pan de notre histoire qu'on mettrait de côté. Et la présence de la monarchie comme étant comme la famille royale et tout ça, donne un pan d'autant plus concret, d'autant plus réel, d'autant plus tangible à cette histoire. Ça augmente sa valeur. Et maintenant, pour mon dernier argument, l'argument des relations internationales, l'image à l'international est très importante. Et la présence de la monarchie, avec la monarchie, ça nous donne un accès au Commonwealth, le Commonwealth étant un organisme international qui regroupe près de 53 pays. Et donc, cet organisme, le Commonwealth, participe à énormément d'éléments et d'initiatives à l'international pour aider les différents pays. D'autant plus que tous les pays du Commonwealth sont ralliés au même symbole, la monarchie britannique. Donc, en faisant partie de cette monarchie, ça améliore les relations qu'on peut avoir avec tous ces différents pays. Et maintenant, pour répliquer aux arguments présentés par le ministre de l'Opposition, donc votre premier argument, que la monarchie est un symbole d'inégalité. Je tiendrais à rappeler qu'il y a une énorme différence entre la monarchie constitutionnelle et la monarchie absolutiste qu'il y avait auparavant. Maintenant, la monarchie est principalement un symbole, un témoin de l'histoire. Où est-ce que la reine, oui, bien sûr, elle a certains privilèges, mais rien de vraiment différent que les visiteurs de l'étranger peuvent avoir, les visiteurs diplomatiques, et ou même des juges de la Cour suprême peuvent avoir.
Par rapport à votre deuxième argument, démocratie représentative, que dans le fond, que il n'y a pas nécessairement de volonté de pertinence à vouloir s'affranchir, étant donné que la monarchie a déjà un rôle si symbolique et que, dans le fond, ça serait juste purement et simplement une perte. Et pour votre dernier argument, l'identité canadienne, là, vous assumez que l'identité canadienne est strictement opposée à la monarchie, mais il y a toujours la possibilité que la monarchie fasse partie de l'identité canadienne. Et oui. Merci, monsieur le chef de l'opposition, pour ce discours d'introduction. Avant d'entendre la suite du débat, nous allons prendre une courte pause. Et au retour, nous allons aller avec les commentaires de notre juge en chef. Au retour de la pause. Nous sommes de retour à Riposte aujourd'hui avec le débat suivant. Qu'il soit résolu que l'on abolisse la monarchie constitutionnelle au Canada. Alors, sans plus tarder, nous allons aller au premier segment avec notre juge en chef. Qu'avez-vous pensé de ce premier segment? Eh bien, tout d'abord, j'ai senti que les deux premiers participants avaient ressenti un peu de nervosité, ce qui est normal considérant l'importance des enjeux du débat d'aujourd'hui, à la fois par rapport à la place de la monarchie au Canada et aussi parce qu'une victoire aujourd'hui permet de passer en finale, ce qui est non négligeable. Alors, tout d'abord, du côté du gouvernement, le premier ministre a eu une bonne gestion de temps, a bien cadré la motion et puis a su distribuer en fonction de ces trois arguments un temps proportionnel. Cela dit, j'ai trouvé que les arguments restaient un peu en surface. Et lors du deuxième discours de la Couronne, j'aimerais entendre notamment des comparaisons avec, parce qu'on parle d'abolir la monarchie, mais puis vous proposer un cadre plus républicain, donc faire des comparaisons avec le cadre républicain. Sinon, c'est un bon discours de premier ministre. Du côté du chef de l'opposition, la première minute a été un peu laborieuse, mais une fois que le chef de l'opposition a trouvé son air d'aller, il a su frapper avec force. Du point de vue des thèmes, du côté du gouvernement, on a parlé de démocratie, d'identité. Du côté de l'opposition, démocratie et aspect culturel. Donc, on voit que les thèmes sur lesquels porte ce débat sont assez cernés. Cela dit, j'ai bien aimé les réfutations du chef de l'opposition qui, même si sur la forme était parfois un peu laborieuse, a frappé avec force, notamment à la question de est-ce qu'il s'agit d'affranchissement alors si la couronne n'est qu'un symbole et est-ce que la monarchie ne fait pas partie de l'identité canadienne? Alors, encore une fois, pour le rôle du ministre, du gouvernement, ça va être important de reconstruire ces arguments-là qui ont été attaqués par le chef d'opposition. Et c'est pourquoi je crois que le débat est bien lancé et j'ai hâte de voir les discours suivants. Parfait. Eh bien, sans plus tarder, nous allons pouvoir passer maintenant à Madame la membre du gouvernement pour un discours de 7 minutes, dont la première et la dernière minute sont protégées. Alors, bonjour, chers juges, bonjour, chers collègues à l'opposition, madame, ma chère première ministre. Tout d'abord, j'aimerais rappeler que le but ici de notre débat, c'est de dire en quoi il faudrait abolir la monarchie au Canada plutôt que de faire la promotion d'un autre régime démocratique. Donc, je n'irai pas plus loin dans ce point-là. J'aimerais aussi rétablir notre position, à savoir que nous voulons le meilleur pour les Canadiens et il semblerait que du côté de l'opposition, qu'on n'ait pas saisi la chose. J'aimerais d'abord éclairer votre lanterne et donc amener deux nouveaux éléments pour faire avancer le débat. Mon premier argument s'intitule « Dilapidation à outrance », tandis que le second se nomme « Relique de notre passé colonial ». Je passerai par la suite à la réfutation des arguments avancés par notre CEO, puis à la reconstruction des arguments avancés par ma chère première ministre. Qu'est-ce que j'entends par dilapidation à outrance? D'abord, je vais décliner ça en deux temps. Au Canada, la monarchie est représentée par le gouverneur général ainsi que les lieutenants-gouverneurs des provinces, qui assument des fonctions symboliques et cérémonielles. Il revient aux citoyens canadiens d'entretenir l'institution monarchique, sa bureaucratie administrative et ses lieux et propriétés désignés. En effet, selon les calculs de la Ligue monarchiste du Canada,
il revient au total aux Canadiens par année de payer 53 millions de dollars pour assurer la viabilité de l'institution monarchique. Et ça, ironiquement, fait en sorte que nous payons davantage par personne au Canada pour garder la monarchie plutôt qu'en Angleterre. Ainsi, 53 millions de dollars, c'est quoi au juste? C'est une grosse somme. Eh bien, c'est l'équivalent c'est 6 fois plus que le budget alloué au soutien des personnes et des familles au Québec. Donc, on peut donc dire que la monarchie, c'est un spectacle à nos frais. Je m'explique. En 2009, par exemple, on a reçu le prince Charles et on lui a déroulé un tapis rouge. Ce tapis rouge nous a coûté 2,57 millions de dollars. Ici, on voit se dessiner une autre facette de la monarchie, soit celle de la monarchie mondaine. C'est un coût énorme que l'on entreprend et les visites officielles ont un caractère cérémonieux, un caractère onéreux qui fait en sorte qu'on se retrouve à avoir des événements frivoles. Je prendrai votre question par après. Des événements frivoles et c'est nous qui en payons la note, mais pourquoi au juste? On ne peut même pas prendre part à ces événements-là. On est tout à fait exclus de ça et c'est peut-être là que le bas blesse le plus, c'est que nous sommes écartés de cette partie de la vie monarchique. On a plein droit en tant que citoyens canadiens de de faire partie de notre vie démocratique, mais on ne peut pas accéder à cette partie-là de notre démocratie. Je peux prendre votre question. Les visites monarchiques attirent des foules. Est-ce que ça rend flou pas les coûts? Moi, je vous dirais que je trouve ça tout à fait futile de dire qu'on veut baser notre économie uniquement sur la visite de monarques. Donc, je passerai à mon deuxième argument, lequel se nomme « relique de notre passé national ». La monarchie a souvent essayé de s'approprier notre histoire. Or, nous la connaissons, cette histoire-là, et nous savons ce qui en fait... Cette histoire fait notre force. Cette force-là, nous l'attirons des luttes que nous avons faites, des sacrifices communs que nous avons eus et des blessures communes qui nous touchent. On n'a qu'à penser aux politiques assimilatrices qui visaient les Autochtones ou encore à la déportation acadienne. Nous réclamons le droit de nous approprier notre passé, mais également celui de s'approprier notre avenir et notre présent. D'ailleurs, ce droit nous est garanti par la Constitution canadienne. La théorie de l'arbre vivant veut que la Constitution soit sujette à une interprétation fidèle du contexte social, lequel évolue constamment. Cette clause permet à la Constitution de ne pas tomber dans la désuétude et de s'adapter à l'évolution de la société pour en être le reflet le plus fidèle possible. Ainsi, la Constitution elle-même nous force à nous tendre vers le progrès et à ne pas rester dans un tableau figé. Que voulons-nous vraiment? Voulons-nous d'un Canada aux arts de musée ou un Canada qui va de l'avant? Il me semble que la réponse est évidente. Il nous faut nous libérer des dernières chaînes du joug colonial qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et pour ça, il faut abolir la monarchie. Je passerai donc à la réfutation des arguments avancés par l'opposition. On nous a tout d'abord parlé de filets de sécurité. Moi, j'ai l'impression que du côté de l'opposition, on se leurre. Parce que qu'est-ce qu'il en est vraiment? On a une impression de stabilité liée au fait qu'on a la monarchie. Mais dans les faits, ce n'est pas si stable que ça. Je vous rappellerai qu'au Canada, la monarchie est représentée par le gouverneur et que le gouverneur, eh bien, il n'est pas en poste aussi longtemps que la reine. La reine, ça fait plus de 60 ans qu'elle règne, tandis que les gouverneurs généraux sont échangés à chaque 5, 6, 7 ans. Donc, cette impression-là de stabilité, elle n'est pas vraie et ce n'est pas un réel filet de sécurité que nous avons. Par ailleurs, l'élément culturel, ainsi que l'a avancé ma chère première ministre, notre histoire, bien que nous la reconnaissons, notre réalité canadienne du moment est basée sur la diversité culturelle et j'aimerais rappeler que la reine ne représente que le côté anglican, le côté anglophone, protestant de la chose, alors que l'identité canadienne, c'est plus que ça. Enfin, on nous a parlé des relations internationales, on nous a avancé du côté de l'opposition qu'on pourrait ne plus faire partie du Commonwealth. Eh bien, c'est faux. Nous sommes un leader important du Commonwealth. Et même si nous n'étions plus une monarchie constitutionnelle, nous aurions encore le droit d'en faire partie. Je vais donc m'attaquer à la reconstruction des arguments avancés, des arguments déjà bien étoffés par ma chère première ministre. On a parlé de symbole des inégalités. On a parlé de ça parce qu'il faut comprendre que les symboles même de notre démocratie, c'est l'égalité et c'est les bases de ça. Et on veut reconnecter avec cette base-là, avec notre réelle intention. Et on nous a parlé d'absolutisme. Moi, j'aimerais dire que de tout temps, il peut y avoir des failles à un système politique, que ce soit dans une démocratie ou dans une monarchie, peu importe.
le fait qu'on ait en place un gouvernement, un gouverneur peut amener à des périls au niveau de notre Constitution. Par ailleurs, j'aimerais aussi reconstruire l'élément d'idéologie politique. On nous a concédé de l'autre côté que l'histoire, c'était que la monarchie était un témoin de l'histoire. Eh bien, justement, c'est un témoin de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on devrait garder ça? Hein? Je pense qu'on a déjà étoffé cet argument-là et qu'il a été très bien avancé du côté de ma première ministre. Enfin, identité canadienne, moi, j'aimerais qu'on s'ancre dans le présent. Le discours qu'on nous a dit de l'autre bord, c'est un discours passéiste qui est tout à fait archaïque. Et c'est pour ça qu'on veut l'abolition de la monarchie au Canada, parce qu'on veut s'ancrer dans le présent et aller de l'avant. Merci beaucoup, cher juge. Merci beaucoup, Madame la membre du gouvernement, pour ce plaidoyer très passionné. Alors, sans plus tarder, j'inviterai maintenant Madame la membre de l'opposition à riposter à ses arguments. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Alors, tout d'abord, merci beaucoup à vous. J'aimerais préciser, recentrer le débat pour commencer sur on nous a dit que le gouvernement voulait ce qu'il avait de meilleur pour les Canadiens et c'est tout à leur honneur. Par contre, on n'a pas la même définition de ce qu'il y a de meilleur pour le Canada. En effet, si on regarde la monarchie constitutionnelle, pas la monarchie absolue ou pas la monarchie de quelconque autre type, parce qu'ici, on a vraiment une monarchie encadrée, l'ONU a dressé récemment la liste des 10, de tous les pays, en fait, selon l'indice de développement humain. Et parmi les 10 premiers, d'abord, le Canada est classé dans les 10 premiers, et avec lui, 5 autres pays qui sont des monarchies constitutionnelles. Ça ne prouve pas la supériorité des monarchies constitutionnelles, mais ça prouve en tout cas qu'une monarchie, ce n'est pas un frein au bien-être des personnes. Oui. L'indice de développement humain dans le cadre d'un pays développé, qu'il soit monarchique ou non, n'a pas de lien avec le fait que la monarchie soit bonne ou non, là. Il y a un lien, en tout cas, avec le fait que la monarchie ne retarde pas le développement humain au Canada, puis n'abaisse pas, finalement, les Canadiens à un niveau de vie inférieur à celui des républiques. Pour continuer, je vais emmener de nouveaux arguments au débat. Alors, pour commencer, j'ai un argument économique, parce que je vais revenir tout à l'heure sur le fait qu'on a dit que la monarchie coûte trop cher, mais en réalité, la monarchie est tout de même bénéfique pour l'économie du Canada. D'abord, parce que les visites royales apportent des retombées économiques énormes dans l'industrie du tourisme, en faisant la promotion des hôtels, des restaurants, des aliments qui sont utilisés dans le cadre de ces visites-là. Il y a aussi la reine et les autres membres de la famille royale vont parrainer plusieurs organismes au Canada. On parle de plus d'une centaine d'organismes canadiens qui sont parrainés par la reine ou par des membres de sa famille. Et puis, parmi ces organismes, on compte par exemple l'Association canadienne du cancer, la Fondation de la Fonde du Québec ou l'Association canadienne de la Croix-Rouge, qui sont des organismes qui jouent un rôle capital dans les communautés et puis dans la société canadienne, et qui bénéficient énormément de ce parrainage. Par la suite, je vais vous parler de mon deuxième argument, ça va être sur l'unité nationale. Le Canada, c'est un pays multiculturel. C'est un pays qui est très hétérogène et qui est composé de multitudes de nations, de cultures, de traditions différentes. Et puis, c'est quelque chose qui est une richesse, toute cette diversité. Par contre, une telle diversité nécessite un encadrement autour d'un symbole commun ou de quelques symboles communs au moins. Et la monarchie représente au moins un de ces symboles communs extrêmement forts. Alors, par exemple, pour renforcer ce symbole-là, le gouverneur général, qui est le représentant de la reine au Canada, va remettre des prix. Il va remettre plus d'une soixantaine de prix aux Canadiens qui se sont distingués dans plusieurs domaines, des arts, des lettres, des sciences. Et puis, il va remettre, et ça c'est sans compter les ordres, les médailles, les mentions d'honneur qui sont remis à des astronautes, des enseignants, des bénévoles, et qui vont contribuer à faire grandir la fierté des Canadiens et le sentiment d'unité nationale et le désir de se dévouer à sa patrie et à ses concitoyens. Finalement, je vais passer à la réputation pour maintenant. Alors, un des arguments du membre du ministre était la dilapidation de l'argent. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des retombées économiques. Alors, je ne vais pas y revenir, mais je vais aussi mentionner que les 53 millions de dollars qu'elle a mentionnés, ce ne sont pas des taxes et des redevances qu'on doit à la reine. En fait, il n'y a aucune taxe, impôt ou redevance qu'on donne à la reine.
Le seul moment où on va payer les dépenses de la reine, c'est lorsqu'elle vient en visite au Canada, et comme on va payer les dépenses de tous les diplomates étrangers qui viennent en visite au Canada. La majorité de ce montant, finalement, qu'elle a mentionné, va servir à s'occuper des... je vais prendre plus tard. À s'occuper des monuments historiques ou à s'occuper aussi des gens qui représentent la reine au Canada. Et si on remplaçait la monarchie par autre chose, il faudrait quand même avoir des personnes, que ce soit les politiciens ou que ce soit les gouverneurs généraux, qui jouent ce rôle et qui seraient payés. Et les monuments historiques, on ne les rasera pas parce qu'il n'y a plus de monarchie au Canada. Et puis, ensuite, elle nous a dit que la monarchie était comme le signe d'une histoire patrimoniale coloniale qui était révolue. Alors que la monarchie a évolué beaucoup. Okay? La preuve, c'est qu'on n'a pas du tout la même monarchie qu'à l'époque de Louis XIV, par exemple. Maintenant, notre monarchie est extrêmement différente. C'est une monarchie qui est encadrée par une constitution, et la constitution elle-même fait office de loi qui finalement, ça devient le seul rôle du gouverneur général. Ça va être de faire respecter cette constitution-là au Canada. Alors, avec la constitution qui a été réécrite par le Canada pour devenir constitution canadienne, avec le statut de Westminster qui explicite bien le fait que le Canada n'est pas le sujet de l'Angleterre, mais bien le sujet de la reine d'Angleterre, qui est aussi la reine de 14 autres pays, va bien marquer qu'on ne fait plus en fait, on ne fait plus partie on n'est pas ancré dans un passé colonialiste, en fait, on est simplement dans la poursuite d'une tradition qui évolue avec nous. Finalement, je vais continuer de parler. Finalement, je vais passer à la reconstruction des arguments de mon cher collègue. Donc, on nous dit que la monarchie n'est pas signe d'une stabilité ou d'une protection des lois ou de la Constitution parce que le gouverneur est instable, il change à toutes les années, à tous les 4 ans ou 5 ans. Mais ce n'est pas parce qu'on change de gouverneur à tous les 5 ans que la monarchie est instable. La reine est là depuis 60 ans et la monarchie est là depuis plusieurs centaines d'années au Canada. Alors, c'est quelque chose qui est stable, c'est un symbole qui reste là et d'ailleurs, on va ajuster le mandat du gouverneur en fonction de la stabilité du gouvernement en place. Ensuite, on nous a dit, par exemple, que l'argument international ne tenait pas parce qu'on ferait quand même partie du Commonwealth. Certes, mais on n'aurait pas le lien avec les 14 autres pays qui sont sous la même reine que nous. Et ça, c'est un lien diplomatique qu'on a avec eux qui est extrêmement important et qui est un passage finalement très facile pour aller dialoguer avec des pays, que ce soit pour des raisons économiques, sociales, politiques, peu importe. Donc, finalement, la monarchie constitutionnelle au Canada sert à nous protéger d'un abus de loi provenant du gouvernement. C'est un élément qui est essentiel pour qu'on reste unis en tant que Canadiens et qui fait partie intégrante de notre identité. Merci beaucoup, Madame la membre de l'opposition, pour ce discours. Alors, sans plus tarder, j'inviterai maintenant le chef de l'opposition à conclure l'argumentaire de l'opposition pour une durée de 2 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prêt. Le gouvernement semble penser que la monarchie est quelque chose de désuet, quelque chose qu'il faut se dissocier. Cependant, laissez-moi vous dire, il est impossible de se dissocier de son passé. À tout de mieux, on peut essayer de l'oublier, mais on ne peut pas le faire sans s'aliéner d'une partie de nous-mêmes. Laissez-moi vous dire, la monarchie, c'est notre histoire. On ne doit pas l'oublier. Et ce n'est pas quelque chose qui est dans un état stationnaire et qui ne change pas. La monarchie change, la Constitution change. Et laissez-moi vous dire, il y a des clauses dans la Constitution pour changer la Constitution et changer le rôle que la monarchie peut ou ne peut pas avoir dans notre gouvernement. On a les outils pour apporter les changements qu'on veut. Alors, l'abolition de la monarchie me semble être quelque chose qui est un peu désuet rendu à ce point-là. Étant donné que au final, ça ne va rien réellement apporter. D'autant plus que le gouvernement n'a rien proposé afin de la remplacer. Comme le gouverneur général a une fonction, il limite le pouvoir exécutif pour que le pouvoir exécutif ne soit pas totalement dans les mains des partis politiques. Donc, il a réellement un rôle. Donc,
d'accord, donc si vous voulez abolir la monarchie, au moins proposer une alternative. Sans compter au niveau des relations internationales, on ne peut pas juste se dissocier de nos obligations, des personnes qui nous font confiance, juste comme ça. Notre pays a un certain nombre d'obligations à respecter. C'est ainsi que je considère que la monarchie, même si c'est un souvenir, ça peut être considéré comme un souvenir, c'est quelque chose qui nous rappelle d'où est-ce qu'on vient, c'est quelque chose qui peut nous aider réellement à aller de l'avant. Et ce n'est pas un boulet que l'on traîne qui vient d'un passé colonialiste. Merci, monsieur le chef de l'opposition. Alors, sans plus tarder, j'inviterai maintenant Madame la Première ministre à nous livrer son discours de conclusion d'une durée de 2 minutes. Chers membres du jury, je commençais par vous rappeler que notre fardeau n'est pas de vous prouver qu'un autre régime politique est meilleur, mais bien que c'est le gouvernement, que la monarchie constitutionnelle actuellement au Canada est désuète, et c'est ce que nous avons fait de front. Je réfuterai les 2 arguments de l'opposition. Donc, tout d'abord, on nous a parlé d'économie, on nous a parlé des retombées économiques par les visites royales. Vous souvenez-vous, la dernière visite remonte à quand? Pas dans les 5 dernières années, alors oh là, les retombées économiques. Par ailleurs, ça touche Ottawa, Québec, peut-être quelques grandes villes, mais ça ne touche pas toutes nos provinces et toute notre population. Alors, ce ne sont pas des retombées économiques fiables. Par ailleurs, Union nationale, je vous l'ai déjà dit, l'Union n'est pas basée sur le fait qu'il y a une monarchie, elle est basée sur des valeurs canadiennes comme l'immigration, le bilinguisme, les minorités, le respect des minorités et du multiculturalisme. Par ailleurs, le gouverneur général, par ses cérémonies, agit plutôt comme un géo de Clumed pour le Canada, plutôt que comme un réel emblème de quelqu'un qui fait quelque chose. Je vais maintenant cristalliser ce débat. À l'opposition, on nous a parlé d'arguments fades, superficiels, d'une culture conservatrice, d'une image internationale erronée, d'arguments économiques sans fond. De notre côté, nous prônons une évolution. Le gouvernement vous propose l'immobilisme, les institutions archaïques et désuètes. Le gouvernement ici vient de gagner le débat parce qu'on vous a parlé de valeurs réelles québécoises, d'identité québécoise, d'idéologie politique, d'économie canadienne. Le respect des Canadiens et des Canadiennes, le respect des minorités, c'est ça, le Canada. Je terminerai avec ceci. Henri Marais disait « Toute instruction aboutit à la République, comme toute ignorance amène à la monarchie. » Eh bien, cessons d'être aveugles aujourd'hui au Canada. Instruisons-nous et abolissons cette monarchie constitutionnelle désuète, archaïque, qui nous rappelle notre joug colonial et avançons pour une libéralisation. Merci beaucoup, Madame la Première ministre, et merci beaucoup à tous les débatteurs pour ce palpitant échange oratoire. Ça a été une demi-finale très chaudement disputée. Alors, nous allons prendre une courte pause et au retour, nous allons avoir les commentaires de notre juge expert sur le contenu du chaud débat que nous venons d'avoir au retour de la pause. Nous sommes de retour à Riposte. Nous venons d'entendre le débat qu'il soit résolu que la monarchie constitutionnelle soit abolie au Canada. Pour commenter ce débat, nous avons la chance d'avoir comme juge expert Mme Linda Cardinal, qui est professeure à l'École d'études politiques et titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l'Université d'Ottawa. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons la chance d'avoir Mme Cardinal aujourd'hui avec nous. Elle est aussi ici à titre d'experte. Plusieurs de ses champs d'expertise portent sur l'identité, la citoyenneté, les institutions démocratiques et la représentation politique au Canada. Donc, on peut dire que le débat que vous venez d'entendre est en plein dans votre domaine d'expertise. Oui, et à bien des égards, en plein dans des préoccupations dont on parle beaucoup dans les cours. Et évidemment, vous avez réussi à faire un débat sur une question qui n'en finit plus d'être débattue et pour lesquelles vous avez mis de l'avant des arguments tout à fait intéressants. Je dirais surtout tout ce qui concerne la question identitaire. Je pense que c'est très intéressant de vous entendre. Il y a probablement parmi vous peut-être des futures politiciennes, des futurs politiciens, beaucoup appréciés la nature des arguments et aussi beaucoup apprécier le débit, la qualité aussi de la langue à plusieurs reprises. Donc, je vous remercie de cet effort.
Par contre, il y a beaucoup de confusion dans vos propos, malheureusement. C'est-à-dire, vous m'avez parlé de la monarchie, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de la monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire, vous étiez passionné à essayer de démontrer la pertinence de la monarchie ou bien sa futilité. Et à bien des égards, vous avez bien compris la nature symbolique de la monarchie, mais le débat porte sur la monarchie constitutionnelle. Donc, il y a une dimension institutionnelle à votre réflexion que je pense qu'il faudrait étoffer pour un prochain débat. D'ailleurs, vous pourriez avoir un prochain débat juste sur les dimensions institutionnelles, donc sur toute la problématique de la division des pouvoirs, de l'équilibre des pouvoirs qui vient avec le fait d'être dans une monarchie constitutionnelle. Donc, ça veut dire qu'il y a des concepts qu'on n'a pas entendus dans votre présentation, qui sont ceux, par exemple, de la couronne, qui sont ceux de la souveraineté, qui sont ceux du gouvernement responsable. On est une monarchie constitutionnelle, ça veut dire que le principe de la couronne est structurant de notre pouvoir au Canada et que la monarchie constitutionnelle fait en sorte qu'on a une concentration du pouvoir dans les mains de l'exécutif. Donc, la couronne, je pense qu'à la différence de ce que le chef de l'opposition a dit, c'est tout à fait le contraire. Il y a une concentration du pouvoir dans les mains de l'exécutif, c'est ce qui fonde le fédéralisme exécutif. Donc, un bon argument contre la monarchie constitutionnelle, c'est que ça participe d'une logique de centralisation au Canada. Il y a un effet centrifuge qui vient avec la monarchie constitutionnelle qui fait en sorte que le premier ministre du Canada a plus de pouvoir que le président des États-Unis. Et donc, je veux bien qu'on puisse remettre en question la monarchie constitutionnelle sans faire référence à un modèle, sauf que c'est important de comprendre que si on est contre la monarchie constitutionnelle, c'est parce qu'on a une préoccupation à l'égard de l'organisation du pouvoir et non seulement une préoccupation en termes identitaires. Par contre, pour ce qui est de la thématisation que vous avez faite de la question identitaire, je pense que tout le monde a raison. Et ça a à voir avec les tensions qu'il y a entre une constitution, une monarchie constitutionnelle qui pense le pouvoir du haut vers le bas et une charte des droits et libertés qui permet une certaine conceptualisation du pouvoir qui part du bas vers le haut. Et je pense que dans le cas du gouvernement, vous avez une compréhension de l'identité canadienne qui part du bas vers le haut. Et dans le cas de l'opposition, il y a une compréhension de l'identité canadienne qui part du haut vers le bas. Mais dans les deux cas, vous avez raison. C'est-à-dire, on a ces deux dimensions-là dans le débat sur l'identité canadienne, sauf que les références aux valeurs canadiennes qui ont été faites par le gouvernement sont les plus connues parce que ce sont les plus visibles. Alors que tout ce qui revient à la monarchie constitutionnelle et au rôle de la monarchie dans notre société, c'est probablement la partie la plus invisible de l'identité canadienne. Mais à une certaine époque, le débat sur la monarchie, et là vous auriez pu en parler, était très important au Canada parce qu'on voyait dans la monarchie non seulement un symbole d'unité canadienne, mais une façon de se distinguer des États-Unis. Et ça, je ne l'ai pas vu dans votre discours, alors que c'est très important pour les gens qui adhèrent au principe monarchique. Ensuite, une chose qui a été dite, mais qui pourrait être dit encore plus, c'est que la monarchie a tendance à être évolutive. Donc, l'arbre vivant, ce n'est pas seulement pour la Constitution canadienne ou la Charte, mais la monarchie, le sénateur Joyal le dit souvent, est capable de s'intégrer, est capable de s'adapter, à la réalité canadienne. Et vous allez avoir la Ligue monarchique canadienne qui va aussi adhérer au multiculturalisme et adhérer au bilinguisme. Donc, dans ce sens-là, vous avez beaucoup concentré vos arguments donc, sur l'identité et pas assez sur les institutions. Parce que, évidemment, si on parle de monarchie constitutionnelle, on parle vraiment de nos institutions, de notre façon de faire la politique au Canada. Et il y a une chose qui serait importante quand on est contre la monarchie, c'est de mettre l'accent aussi sur le fédéralisme, parce que le fédéralisme, c'est notre principe centripète au Canada. Par contre, l'autre chose qui mériterait plus d'attention, c'est la formule d'amendement. Comment est-ce qu'on va faire pour amender la Constitution pour se débarrasser de la monarchie alors que ça prend la règle de l'unanimité? Est-ce que toutes les provinces seraient d'accord
pour modifier la monarchie, parce que vous le dites, hein, je pense que c'est vous, l'opposition, qui avez indiqué que bon, la monarchie constitutionnelle, c'est le gouverneur général et c'est aussi les lieutenants-gouverneurs et leur rapport avec les exécutifs dans les provinces. Donc, on a affaire au Canada à une monarchie composite et non seulement une monarchie centrée sur Ottawa. Toutes les provinces, en fait, ont des couronnes et ont un pouvoir exécutif qui fait en sorte que les premiers ministres des provinces ont aussi beaucoup plus de pouvoir par rapport au législatif. Donc, dans ce sens-là, est-ce que une modification, c'est-à-dire un appel du gouvernement fédéral pour se débarrasser de la couronne ou de redéfinir la monarchie constitutionnelle, est-ce que ça ferait le bonheur des provinces? Je pense que l'opposition aurait pu vraiment creuser cet argument pour mettre en boîte un petit peu plus les arguments du côté du gouvernement. Mais quel que soit l'argumentaire, je pense que ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Juste une petite rectification. Ce n'est pas la reine d'Angleterre, c'est la reine du Royaume-Uni, Angleterre, Écosse, Irlande du Nord, etc., etc. Et autre rectification à l'opposition, dans le Commonwealth, tous les pays ne s'identifient pas aux symboles, ne sont pas sous la monarchie, c'est-à-dire vous avez parlé de 14 pays. En fait, l'Afrique du Sud est une république, c'est-à-dire la plupart des pays africains après le colonialisme se sont donnés sont devenus des républiques. Et dans ce sens-là, oui, vous avez raison. À bien des égards, la monarchie est un symbole du colonialisme, mais en même temps, le Canada étant le pays rempli de tensions et de contradictions comme on le connaît, si vous prenez les peuples des Premières Nations, pour eux, la couronne, c'est quand même important parce que la couronne a un rôle fiduciaire avec les peuples des Premières Nations. Donc, ça veut dire que tant il y a une dimension coloniale absolument évidente au fait qu'on a un héritage monarchique, tant cet héritage, c'est comme la loi sur les Indiens, on ne peut pas s'en débarrasser sans le remplacer par quelque chose, parce qu'il y a un rapport particulier auquel on s'attend de la part de la couronne. Dernière chose, l'idée de la monarchie au Canada incarne beaucoup cette idée de l'unité nationale. Et si vous allez à Rideau Hall, si vous allez sur les terrains de Rideau, vous allez voir qu'il y a des symboles aussi qui visent à montrer comment cette monarchie incarne l'unité nationale. Donc, vous êtes dans un cas de figure où vous allez devoir avoir un débat important sur la place, justement, de la monarchie dans l'unité nationale. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est parce que la monarchie, c'est elle le souverain au Canada. Je pense que vous êtes un peu optimiste par rapport à notre démocratie et à notre démocratie représentative parce qu'il n'y a pas vraiment de concept de peuple au Canada comme aux États-Unis. Hein? Et beaucoup de vos références, même si vous n'avez pas un modèle à proposer, sont des références américaines, c'est-à-dire votre conception de l'égalité, conception de la démocratie. C'est qu'on a souvent le modèle américain en tête par rapport à une histoire authentiquement canadienne. Où là, effectivement, notre souverain, ça demeure, il est en haut, il n'est pas en bas. Et donc là-dessus, vous avez en ce moment un projet de réforme du mode de scrutin qui participe justement de cette volonté de ramener la démocratie un petit peu plus vers le bas. Alors, je vais m'arrêter ici. Oui, mais je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications-là et avoir décortiqué le débat pour nous. Alors, merci. Et nous allons prendre une courte pause. Et au retour, nous allons avoir le verdict de cette deuxième demi-finale. Au retour de la pause. Nous sommes de retour à Riposte avec le verdict de cette deuxième demi-finale. Alors, sans plus tarder, nous allons aller voir notre juge en chef pour ses explications et son verdict. Alors, le ministre de la Couronne et le membre de l'opposition ont fait deux bons discours, une bonne gestion de temps, tous les éléments de la structure étaient là, arguments, réfutation, reconstruction. Sinon, les deux bonnes cristallisations, deux styles différents,
Donc, ultimement, Simon Nicolas, sur quoi vais-je baser mon verdict? Premièrement, il y a sur le thème de l'identité canadienne. Donc, d'un côté, on avait une identité, on donne un rôle important à la couronne qui donne des médailles et puis que ça c'est bon pour l'unité nationale. De l'autre côté, il y a une vision nouvelle de l'identité canadienne, strictement basée sur l'égalité. Et j'ai trouvé la vision républicaine de la citoyenneté canadienne plus engageante, et aussi parce que sur la forme, la position du gouvernement m'a plus rejoint, et c'est pour cette raison que je donne mon vote au gouvernement. Alors, un vote pour le gouvernement. Madame Cardinal, votre verdict. Bien, d'abord, encore une fois, félicitations, mention honorable aux deux ministres que j'ai trouvé particulièrement bonnes, mais mon verdict va aller au gouvernement. Et la raison pour laquelle mon verdict va aller au gouvernement, c'est parce que j'ai trouvé que vous avez débattu avec confiance, même si des fois, il y avait peut-être des erreurs, mais j'ai quand même trouvé que vous aviez un excellent débit, une très belle qualité de langue. Aucune hésitation, beaucoup d'assurance. Vous êtes des politiciennes à venir. Et j'ai trouvé que vous aviez une force de conviction dans votre argumentaire qui faisait qu'on était amené à vous croire. Je pense que j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez dit autour de la question de l'identité, mais aussi la question du colonialisme. Bon, vous avez une orientation effectivement plus républicaine, même si vous ne vouliez pas le dire. Ensuite, votre critique de la pipolisation de la monarchie, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très, très bien. Je pense que je ne me souviens plus comment vous l'avez appelé, mais... quand vous avez parlé de pipolisation, vous avez utilisé un spectacle à nos frais. Je pense qu'il y a cette dérive potentielle avec la monarchie actuelle. Et donc, vous avez été capable de bien camper ces arguments-là, et ce qui fait que vous avez mon vote. Eh bien, maintenant, nous avons le vote de la foule. Gabriel, alors, le verdict? La foule, pour sa part, a voté pour l'opposition, mais 2 votes de juge... Donc, le gouvernement l'emporte, mais c'était un très chaud débat. Félicitations à tous nos débatteurs. Je crois que c'était vraiment pas un travail facile, surtout que nous avions choisi pour les 2 demi-finales des sujets politiques assez lourds. Oui. Donc, vous avez fait un très bon travail. Eh bien, maintenant, c'est tout pour cette émission. Nous allons aller... Le prochain épisode va être la finale de cette 3e saison de Riposte. Donc, je tiens d'abord et avant tout à remercier la Société de débat français de l'Université d'Ottawa, ce club de débat sans qui Riposte ne serait pas possible. Par ailleurs, j'aimerais remercier le Carrefour francophone de l'Université d'Ottawa et le service de vie communautaire, ainsi que l'ambassade de France et Air France qui vont donner des prix aux gagnants, donc 2 billets d'avion pour Paris. Sans plus tarder, eh bien, je vous remercie. À la prochaine et bon débat. J'ai vu des débatteurs assez serrés là.